bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre et des beaux savoir-faire Nec Plus Ultra. Aujourd'hui, je vais tenter de vous faire rêver avec de l'art, des montres très compliquées, un jeune créateur qui mérite toute notre attention et des artisans plus que parfaits. Voici le sommaire. Un grand cru pour la grande fête de la création contemporaine. Une montre d'exception qui donne simultanément l'heure et les constellations. La French Mania d'un jeune couturier qu'on n'arrêtera pas. Les multiples usages du plâtre ne vous laisseront pas de marbre. Pour commencer, nous allons faire plaisir à tous ceux qui sont attentifs aux enjeux de la création contemporaine et sensibles à l'évolution des pratiques artistiques. Devinez où je vous emmène? À la FIAC. À la FIAC, il y a le rez-de-chaussée pour les artistes confirmés et le premier étage pour ceux moins expérimentés. Ce qui les différencie, il y a tout simplement un écart de plusieurs zéros entre les deux. 30% des galeries qui sont sélectionnées pour participer à la FIAC sont français. Ce n'est pas, ça nous place en fait parmi les grandes manifestations d'art dans le monde en premier pour le contingent national. Et ce n'est pas parce que nous nous efforçons absolument de prendre un nombre important de galeries françaises, c'est parce que la scène artistique en France est très forte et la FIAC a cette spécificité de vouloir représenter la scène française. Cette scène française si riche, que représente-t-elle dans le marché de l'art international? Je pense qu'actuellement, il y a un désamour pour l'art français, dont peut-être ma génération de conservateurs et d'historiens a été quelque peu responsable. Et puis peut-être des galeristes soumis à la pression ont privilégié une scène américaine dominante. Quels que soient leurs horizons, les artistes cette année ont redoublé d'idées et d'inventivité. Les Américains ont voulu radicaliser la peinture en faisant des objets, alors que les Français voulaient toujours faire ce que Franck Castel appelait de la peinture un moyen de connaissance, un moyen de savoir. Et les gens de Support Surface, différemment, ont pris la peinture américaine et ont essayé de l'ancrer dans l'histoire et essayé d'élaborer une conception même de la peinture qui soit anthropologique. L'anthropologie, c'est à la fois l'ange et le démon de la création contemporaine française. Maintenant que l'art américain a affirmé qu'il était le grand dépositaire de la tradition formaliste italo-française, peut-être qu'on peut se retourner vers ces Français avec leur qualité dans la peinture, la subtilité, le goût de la lumière, une élégance peut-être, et pourquoi pas. Et le prix Marcel Duchamp rend hommage à la création contemporaine française en distinguant les artistes les plus novateurs de leur génération. Je crois que le travail que fait la DIAF et par l'intermédiaire du prix Marcel Duchamp depuis les années 2000 environ a fait énormément parce que ce sont des réseaux qui ont été créés. La France, avant, avait du mal, n'est pas un pays de réseau, n'est pas un pays qui crée des réseaux de terrain. Et là, depuis les années 90, les générations Pierre Huyghe, Philippe Parano, eux-mêmes se sont construits leur propre réseau. La génération actuelle suit cela. Et on le sent maintenant dans cette FIAC parce que cette scène française est très présente, très appréciée. Une vitalité française incarnée cette année par Latifa Ekak, lauréate du prix Marcel Duchamp. Depuis quelques années, les artistes français sont montrés aussi par des galeries internationales. C'est le cas, par exemple, de Cyprien Gaillard, qui est présent dans sa galerie mère, qui est Burgada et Carniel de Paris, mais aussi, par exemple, chez Pusput Margers de Berlin et de Londres. Et c'est un phénomène qui se généralise. C'est une chose très heureuse parce que dans les années 80 et 90, les artistes français avaient beaucoup de mal à s'imposer à l'étranger.
Et je ne dis pas que c'est une situation qui se renverse et que c'est radicalement l'opposé, mais en tout cas, les choses deviennent plus faciles. Les artistes français attirent une audience, un public à l'étranger aussi. Les ténors de l'art contemporain étaient aussi représentés, comme le Britannique Damien Hirst et ses papillons de la discorde. La galerie Applica Prazan, quant à elle, présentait des œuvres de Poliakoff. La galerie a 20 ans cette année et lorsqu'on a réfléchi à quel serait l'artiste qui serait le plus approprié pour fêter cet anniversaire, sachant que nous sommes mono-spécialistes des peintres de l'école de Paris, il nous est apparu évident que Poliakoff était celui qui à la fois représenterait le mieux l'école de Paris des années 50 en tant que telle, et aussi probablement la galerie parce que je crois que c'est l'artiste dont on a vendu le plus d'œuvres de qualité au fil des 20 années que nous existons. Grand explorateur des relations entre la ligne et la surface, le fond et la forme, la couleur et la lumière, Poliakoff est un pionnier. Il se considérait comme né en Russie, mais comme peintre français. C'est une histoire particulière, c'est une toile qu'il a mis beaucoup de temps à écrire. Il l'a fait au cours des années 52, 53 et 54. Elle est d'un aboutissement parfait. Enfin, je veux dire, l'équilibre de cette composition, ses couleurs, la façon dont les formes s'organisent sur la toile reflète, je crois, très précisément exactement ce que Poliakoff voulait démontrer à l'époque. Il vient lui-même des grandes avant-gardes abstraites, mais il a une écriture qui n'appartient qu'à lui, qui est reconnaissable entre toutes les écritures plastiques. Dans cette grande foire, on trouve le meilleur comme le pire au milieu des 184 galeries et des 25 pays représentés. À chacun de faire son choix. La pièce qui résume peut-être le mieux toute cette exposition, où on a cherché un peu à la lisière de l'abstraction du sexe et de l'humour, c'est cette œuvre de François Morlet, qui est de 87. Et non content d'avoir réalisé ça de manière totalement abstraite, en plus on y rajoute le petit grain de, c'est le cas de le dire, le petit grain d'amusement qui est, c'est fait avec de la peau de porc. Donc c'est une impression avec de la peau de porc peinte en rose. À l'art, rien n'est impossible. Il y a toujours chaque année des nouveaux artistes que je vois se profiler et que je pense vont faire une œuvre. Et je pense que ce jeune sculpteur américain, Gavin Kenyon, va faire une œuvre. Je suis persuadée également que le jeune Thaïlandais Korakrit Arunchaya va faire une belle œuvre. Il n'a pas 30 ans encore, il est tout jeune. À bon collectionneur, salut! Il y a quelques œuvres qui vont signer un peu cette FIAC 2013. J'en suis à cette veille de fermeture quasiment certaine. Le Ai Weiwei, fabuleux, montré par Neugerim Schneider, un arbre fait en acier qui est assemblé de morceaux d'arbres morts boulonnés ensemble. C'est une construction extrêmement puissante, sculpturale, qui montre à la fois, si vous voulez, la mort, bien sûr, mais aussi une tentative de reconstruction. Et puisque c'est un arbre, quelque part, la vie aussi. À l'instar de l'arbre d'Ai Weiwei, une édition qui crie de toutes parts « L'arbre n'est pas mort ». Tout de suite maintenant, ce sont les amateurs de montres à très grande complication qui vont être à la fête. Mais je laisse le soin au petit génie horloger de Hublot de nous parler de ce fameux calculateur astronomique datant de 2 siècles avant notre ère, le mécanisme de Citer. Kesako. Avant de s'attaquer à la célèbre machine à remonter le temps, les chercheurs de la marque de haute horlogerie Hublot présentent un calculateur astronomique dont le dispositif date du IIe siècle avant Jésus-Christ. Cette énigmatique machine surgie du fond des temps décrit les différents cycles solaires, lunaires et planétaires, une création superbe combinant intelligence et savoir-faire. Tout cela trouve son point de départ dans la découverte en 1901 en mer Méditerranée des vestiges de la machine d'Anticiter. Hublot en ressuscitant le mécanisme met cette mystérieuse complication à l'abri du temps. En 2008, c'est un article dans la presse qui m'a fait découvrir la machine d'Anticiter que je ne connaissais pas du tout.
Et 2 mois après, j'étais parti dans les plans et dans la conception de ce mouvement. Il y avait un défi extraordinaire, c'était de mettre ce mécanisme astronomique, le plus ancien qu'on connaisse, à l'intérieur d'une montre et de le réduire à une taille presque portable. La mécanique en général, on nous dit plutôt qu'elle est née dans la Renaissance italienne. On va situer ça entre 1500 et 1700. Et là, on a un objet qui sort de la mer en 1900, découvert par des pêcheurs d'éponges, et qui nous explique l'astronomie avec des rouages assez complexes. Et tout ça est daté de -150. Appelé mouvement plutôt que montre, il fait son entrée au musée archéologique d'Athènes, aux côtés des vestiges du navire. Alors on a décidé de faire 4 pièces. Pourquoi 4 pièces? Parce qu'une pièce, on a envie de la garder, c'est celle-ci, pour pouvoir l'exposer, pour pouvoir l'expliquer aux gens. Une deuxième est au musée des Arts et Métiers à Paris. Une troisième, et c'est pour moi la plus importante, est au musée archéologique d'Athènes, et elle est dans une vitrine Hublot à côté de justement ces pièces qui sont dans une vitrine d'ailleurs, qui est une vitrine blindée, antisismique, etc., qu'on a offert au musée pour protéger le mécanisme antique. Et puis une 4e pièce qui sera vendue aux enchères courant 2014, et le résultat des ventes sera complètement attribué au musée archéologique d'Athènes et à l'équipe de recherche sur la machine anticitaire. Mais quels sont les rouages de ce dispositif permettant de prévoir les événements célestes? Depuis 2006, les technologies ont permis d'aller voir l'intérieur de ces fragments et ont confirmé l'existence de plusieurs roues, de plusieurs engrenages qui sont à l'intérieur de ces fragments. Et entre les inscriptions, les indications et les composants, les rouages qu'on trouve, on arrive à redéterminer à quoi servait, ce que faisait, ce qu'indiquait cette machine. Et il y a une chose qui n'a pas changé, c'est notre système solaire. Vu que cette machine indiquait le système solaire, on a une chance incroyable, c'est que les planètes sont toujours là, qu'elles tournent normalement à peu près à la même vitesse depuis 2000 ans. Donc on peut se référer à notre système pour compléter ce qui n'est plus du tout dans la machine. L'horloger a recomposé le mécanisme en l'adaptant à la taille d'une montre-bracelet régulée par un tourbillon. La miniaturisation s'est faite grâce et s'est arrêtée aux connaissances que l'équipe scientifique, dont fait partie Yanis Bitsakis, qui est maintenant dans l'équipe de Hublot, parce qu'elles étaient, c'était plus des hypothèses, c'était des choses qui étaient acquises, et donc on a fait une photo sur ces connaissances de 2008 et on a commencé la conception de notre mécanisme. Mais l'équipe a continué de 2008 à 2012-2013 à découvrir certaines choses et surtout à les confirmer. Et on va continuer à travailler, on continue à travailler sur la machine denticitaire et on compte bien faire l'épisode suivant. Plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons. Et au bout du compte, à quoi sert ce mouvement? Ça sert à savoir quel jour on est, mais plus loin que ça, quel est le ciel qu'on a ce jour-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer, entre guillemets? Au-delà de tout ça, moi, ça me sert à autre chose. C'est pour moi une énorme leçon d'humilité. Parce qu'il y a un moment donné, quand on arrive dans sa profession, à un certain âge, on a fait pas mal de choses, puis on se dit, ça y est, j'ai fait le tour du sujet. Et puis tout d'un coup, on sort ce truc de la mer, on nous explique que tout ce qu'on pensait être vrai est faux. Alors j'adore ça. Parce qu'il y a un moment donné où se remettre en question, et même se remettre en question chaque jour, ça fait du bien. Une découverte qui vient remettre les pendules à l'heure. Et oui, la technologie a beaucoup à apprendre des anciens. Cette montre permet en fait, en changeant la vitesse du temps à l'aide d'un bouton, permet de diviser par 4 le temps ou de le multiplier par 4. Ça permet de temps en temps, non pas seulement de donner l'heure, mais de se poser vraiment la question, c'est qu'est-ce que je fais de mon temps? Ah, si notre monde chronophage pouvait se calquer sur la cosmographie plutôt que la bureaucratie.
Mais bien sûr que si, ça donne l'heure. Celui qui va nous faire rêver avec la mode aujourd'hui, c'est Cédric Charlier. Il donne un peps particulier à l'élégance française et en quelque sorte, il l'a redéfinie, défilée. Né en Belgique, le jeune couturier Cédric Charlier, diplômé de la Cambrai, a officié chez Cacharel pendant 4 saisons, au cours desquelles le chiffre d'affaires de la marque a doublé. En 2012, il crée son propre label sous l'impulsion du groupe italien AFE qui est propriétaire à 100% de son nom. Dans les bureaux parisiens de la rue Caffarelli, Cédric Charlier s'est entouré d'une petite équipe avec laquelle il construit un vestiaire à la séduction rigoureuse et graphique. L'histoire de cette collection, elle est partie de différentes inspirations. C'est presque éclectique, où je suis parti d'enluminures médiévales qui m'ont donné justement cette envie de travailler sur des choses un peu plus surréalistiques, comme les dessins qui se superposent. Après, il y a d'autres inspirations qui viennent de l'art brut avec ces traits beaucoup plus spontanés. Et donc, il y a à la fois une sophistication, à la fois quelque chose de beaucoup plus spontané, qui m'a amené justement après à travailler sur les couleurs de Bruegel que j'ai en tête, comme le rose, le vert, qui prennent un sens quand ils sont à côté des néons. Et les matières, après, dans ces couleurs, ont été retravaillées, déstructurées, ont été contrecollées et m'ont permis de pouvoir travailler sur de nouvelles structures. Des structures très actuelles qui participent à propager un nouveau souffle dans la mode contemporaine. Partisan d'une allure très disciplinée, il fait apparaître une femme au look totalement contrôlé. Avec des lignes et des coupes ergonomiques, il fait sans cesse référence à l'élégance de tous les jours, celle de la vraie vie. Les acidulés tranchent sur des couleurs sombres avec simplicité et évidence, exaltant indiscrètement l'élégance. Et Cédric Charlier fait revenir sur les podiums celle qui, du haut de son mètre 72, a séduit tant de créateurs par son charisme et sa froide beauté. L'élégance actuelle, est-ce qu'on parle d'élégance aujourd'hui encore? Alors, moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a Laura Delicata qui est apparue dans mon show, que j'ai connue il y a 10 ans. Voilà, je trouvais que ça avait vraiment du sens qu'elle vienne m'accompagner aujourd'hui. Voilà, c'était un clin d'œil à la Belgique aussi. Des ensembles color bloc rose, noir et vert au mélange inattendu, Cédric Charlier prend des risques et les assume sans retenue. Il découpe les silhouettes à la perfection, quelles que soient les matières, quelles que soient les manières. Dans une lumière blanche très forte et une musique de David Bowie, les mannequins défilent sur un podium tout simplement délimité au scotch rose fluo. Les lignes très graphiques de Cédric Charlier ont la simplicité efficace avec toujours une petite touche d'audace. Le noir joue avec la lumière de manière acrobatique et explose dans ces tenues qui n'ont rien d'acromatique. Le couturier déploie un nuancier de sombre fantastique créant une silhouette qui clash sans sophistication. Des robes faussement strictes, totalement magnétiques. Mais alors, parmi toutes ces propositions, y a-t-il une femme, Cédric Charlier, dans cette collection? C'est pas une femme. Chez moi, je ne travaille pas sur une femme. Je travaille sur différents moments de la journée. Une collection efficace et rigoureuse qui conserve à la femme tout son mystère. À suivre ce jeune homme de 33 ans qui a la tête aussi bien faite que les vêtements qu'il propose. Maintenant, c'est moi que vous suivez dans les ateliers et sur les chantiers des artisans du beau. Ils travaillent le plâtre et c'est magique. La roche originelle pour fabriquer le plâtre est le gypse. Le bassin parisien en est très riche et Paris devient la ville du plâtre grâce à un édit de Louis XIV qui rend son usage obligatoire pour éviter à sa ville le sort funeste de Londres lors du grand incendie de 1666. Le parc des Buttes-Chaumont était encore au XIXe siècle une vaste carrière destinée au plâtre. Donc société qui a été créée en 1905 par des maçons creusois qui sont montés sur Paris, donc des stucateurs. Et donc, nous sommes une des premières scopes à avoir été créée. 70 personnes au sein de l'entreprise. Nous travaillons dans différents domaines. Tout ce qui touche au plâtre, en fait, donc le staff. Le staff, donc, c'est des morceaux de plâtre moulés dans des moules que nous préparons. Donc, on fait les modèles, on fait les moules, soit en plâtre ou en élastomère, dans lesquels on fait nos morceaux en staff. Donc, c'est du plâtre armé avec de la filasse.
Après, on a aussi la gypserie. Donc ça, c'est plus des restaurations du patrimoine dans des bâtiments anciens sur Paris. Et on fait des restaurations de corniches qui ont été faites sur place par nos anciens. Et on doit les restaurer tel que ça a été fait. Donc on est obligé de le faire sur place, de sculpter le plâtre dans les corniches. Après, nous avons les stucs pierre. Donc c'est des imitations de pierre à base de plâtre avec donc de la poudre de pierre, des couleurs et pour obtenir les différents grains. Les stucs marbre, donc, qui sont aussi à base de plâtre, pour imiter les marbres qu'on trouve beaucoup dans les bâtiments haussmanniens à Paris. Beaucoup de cages d'escalier et de halls d'entrée parisiens sont faits en stuc pierre et en stuc marbre. D'hier à aujourd'hui, un seul matériau utilisé, mais tellement de variétés dans les objets et les idées. Nous travaillons beaucoup avec des décorateurs, et en particulier avec M. Graff, donc, pour lequel nous avons fait ce stand à Arcurial cette année, et avec qui nous avons mis au point ce matériau en collaboration avec lui, évidemment, avec lequel il aura l'exclusivité. Pourquoi se reposer sur ses acquis quand le champ des possibles est infini? Je savais ce que je souhaitais avoir, je ne savais pas comment, donc le staffer n'a pas dormi pendant 2 mois. Une bonne insomnie pour réveiller le génie. L'avantage du plâtre, c'est que c'est un matériau qui se travaille très bien. Donc on arrive à le façonner, le modeler, le tailler. Donc c'est beaucoup plus facile d'emploi qu'une pierre ou un marbre. Tant d'efficacité inspire à l'humilité. Sans eux, on ne fait rien, on est chef d'orchestre. Donc sans eux, c'est comme un cuisinier, eux, ce sont les produits, c'est la manutention, c'est la fabrication, c'est la rigueur de la pose, c'est un sens de l'organisation, un sens d'un travail d'équipe bien fait. Il faut un chef d'orchestre, mais il faut un orchestre. Quand il y a un qui joue faux, tout l'orchestre tombe. Donc il faut à chaque fois essayer de monter une famille. En France, on a les meilleurs artisans du monde. Quelle joie d'entendre ça, voilà un privilège qu'on ne nous enlèvera pas. Souvent, on part d'une photo ou d'un dessin. On fait accepter le dessin à notre décorateur ou à notre client. Souvent, il nous demande de modifier le dessin par rapport à ses exigences. Une fois qu'il a accepté le dessin, avec ce dessin, on crée donc le motif, le relief du décor. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut prendre de la matière. Soit on rapporte de la matière, soit on sculpte dans le plâtre ou dans du bois. Ça peut être aussi de la pierre, mais souvent, nous, c'est dans du plâtre ou dans du bois. Et une fois qu'on a fait créer l'ornement, on le fait valider par le décorateur ou le client. S'il est accepté, après, nous, on intervient vraiment notre métier de staffer. On fait un moule dessus pour le reproduire, justement, à multiples exemplaires, quoi. Chaque chantier est différent, déjà. On part toujours de rien. Il faut tout créer, tout mettre en forme. Et puis après, il y a l'amour du métier. Et c'est la matière, quoi. C'est la matière qui nous attire. Hein. Et puis, il y a aussi le fait de travailler avec des décorateurs qui nous font chaque fois aller au-dessus de nous-mêmes, trouver des nouveaux produits, trouver des nouvelles techniques, toujours aller de l'avant. Chaque fois, c'est un challenge. C'est ça qui est intéressant. Il faut viser haut pour atteindre le top niveau. Ça donne des envies de château, mais ça sera pour une autre vie. Merci de nous avoir suivis. Merci au Sofitel Arc de Triomphe de nous avoir accueillis sur sa terrasse. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque vous le savez, le luxe chez nous est avant tout une histoire de cœur. Au revoir. Tout comme la célèbre porte du jeudi de la ville de Marrakech, la grande porte du Royal Mansour promet bonheur, fortune et prospérité. Et l'on pourrait y ajouter bien-être, puisque cet hôtel conjugue avec son spa toutes ses qualités. Puisant ses sources dans les rituels marocains traditionnels, le spa n'en offre pas moins des technologies et des soins sophistiqués. C'est ici, dans cette somptueuse alcôve en fer forgé, que se déroulent les consultations avec les spécialistes. Le spa propose des grandes marques de cosmétiques comme Maroc Maroc pour les soins du corps et du visage ou Chanel pour le maquillage.
Le bien-être sans discontinuer entre fluidité et volupté, accompagné de l'incontournable verre de thé, sans sucre s'il vous plaît. Une oasis sans nuages où à la fin du jour, le palais des 1001 nuits apparaît en mirage.